Salut à tous, bienvenue dans le Salon Caviar, 7ème du nom, tous les lundis à 20 h, vous avez l'habitude. L'émission Twitch du magazine Caviar, évidemment, qui se trouve juste à côté de moi. Évidemment, c'est de l'autre côté. J'ai complètement foiré les gauches et les droites. Je suis également accompagné de beaux maillots parce qu'on va parler de maillots. Et oui, aujourd'hui, on va parler tout simplement du maillot comme objet d'art, comme objet peut-être d'ADN, d'identité des clubs. Enfin bref, les maillots et tout ce qu'ils peuvent avoir avec eux. C'est un petit peu notre objet d'étude du jour. On va en parler pendant une bonne heure, en compagnie de mon équipe de choc de chroniqueurs qui est à ma droite. Effectif un peu réduit, mais effectif très qualitatif. Mehdi Arabe, comment ça va? Salut à tous, salut Elio. Ça va très bien. Très bien. Damien Hirier qui enchaîne. J'ai l'impression que depuis que tu es là, tu rates pas un match. Toujours sur le terrain. Ça va très bien. Plus régulier que Casemiro? Il est bon. Je dis dans les présences. Aussi régulier que lui. Très bien, bah écoute. La toupie à la manière d'Anthony. Je suis un peu la toupie de l'émission. Oh là, fais attention, t'emballes pas trop non plus. Notre invité aujourd'hui pour parler de ça, Jean-Marc Lenné, comment ça va? Très bien, merci. Bah merci. Un peu de pluie pour arriver, mais tout s'est bien passé à l'heure. Bah écoutez, c'est le principal évidemment. Merci déjà d'être présent avec nous. On en parlait un petit peu avant l'émission. Vous êtes spécialiste de la vente d'objets sportifs, c'est ça? Oui, alors à la base de l'expertise. Oui. Et ensuite, je suis donc spécialisé dans l'organisation de vente aux enchères autour des objets liés au sport. Et particulièrement au foot du coup si... Et aujourd'hui, tout particulièrement le football, qui est aujourd'hui la part de marché la plus importante. De l'ordre de ce que vous me disiez avant à peu près Avant, ça correspondait à 15-20% du marché. Aujourd'hui, c'est plutôt 70-80% du marché. Et quand vous dites objets sportifs, ça concerne évidemment les maillots, mais pas que. Pas que, les médailles, les trophées, les ballons, les paires de chaussures, enfin tout ce qui a trait au sport en lui-même. Et donc du coup, j'ai également vu en préparant l'émission que vous avez travaillé pour le fameux musée de Louis Nicolin. Oui, depuis un peu plus de 20 ans. Donc j'ai aidé à la mise en place et à l'élaboration des collections, donc avec le président Nicolin à l'époque, mais qui maintenant n'est plus là, et je continue avec la famille. Toujours. D'accord, un musée qui contient une collection de combien de maillots à peu près? Environ 8000. D'accord. Et votre préféré parmi ceux-là? Un maillot de Pelé contre le Chili après la Coupe du Monde 70. Un match amical, donc Brésil-Chili, donc le Brésil venant d'être sacré champion, et voilà, qui a été récupéré auprès du président de la fédération chilienne de football. D'accord, donc c'est vraiment le maillot porté par Pelé. Porté par Pelé, oui. D'accord. Messieurs, votre maillot préféré dans votre collection avant qu'on attaque vraiment Mais derrière, c'est celui d'Icardi avec l'Inter. Ouais. Non, je rigole. Non, mais ça aurait pu, je ne saurais pas juger. Non, c'est un vieux maillot, moi me concernant, c'est un vieux maillot de Ronaldinho à époque PSG. D'accord, donc 2003 par là. 2002-2003, exactement. Okay. Damien? Et moi, c'était un maillot de Cristiano Ronaldo de 2007-2008, Manchester United. Le retour, tu l'as acheté ou pas? Non, j'ai pas le maillot de la saison dernière, encore moins celui de cette année. Mais pourquoi pas la saison prochaine s'il est encore là. Dépêche-toi en tout cas parce que je pense que la date d'expiration ne devrait pas tarder à arriver. J'en profite pour saluer le chat évidemment. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez être très réactifs évidemment dans le chat comme à l'accoutumée. N'hésitez pas à nous faire part de vos plus beaux maillots, des plus beaux maillots que vous avez dans votre collection et ceux qui vous inspirent le plus de souvenirs. Quand on dit maillot, là, vous avez surtout parlé de maillots qui sont assez anciens, celui de Pelé notamment. C'est quelque chose qui revient vraiment à la mode en ce moment, ces maillots qu'on dit vintage. Alors non. Les premières collections se sont faites plutôt sur des maillots anciens. D'accord. Et aujourd'hui, on est arrivé sur un marché qui intègre aussi les maillots d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un maillot porté par un joueur, le match de la dernière journée, peut se retrouver sur le marché via différents réseaux. Et il y a aujourd'hui des collectionneurs qui suivent cette actualité permanente des maillots de l'année, de la semaine, du mois. Mais il y a une autre catégorie de collectionneurs qui vont rechercher plutôt les maillots très anciens, les maillots vraiment vintage. D'accord. Et pour avoir une petite idée par exemple de ces maillots-là, un maillot ancien par exemple, celui de Pelé typiquement dont vous parliez à l'instant, à combien il peut se chiffrer à la vente? Aujourd'hui, un maillot certifié, parce qu'il y a aussi tout le problème de la certification du maillot. On n'est pas en dessous de
on va dire, entre 50 et 80 000 euros. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Ouais. ah oui, oui, oui. D'accord, ouais, donc c'est vraiment des maillots de collectionneurs. Ah oui, c'est un maillot de 1970, donc qui a maintenant 50 ans, et c'est des maillots extrêmement rares à trouver. Le maillot le plus cher qui avait été vendu à l'époque, et ce record a été largement battu dernièrement, c'était un maillot de Pelé, il y a une vingtaine d'années, qui avait fait un peu plus de 200 000 euros. Ah oui, 200 000 euros. Voilà, qui était un maillot de la Coupe du Monde, D'accord. 70. Ouais. Et aujourd'hui, donc le record, c'est le maillot de Maradona, ce fameux maillot Coupe du Monde 86, quart de finale contre l'Angleterre, la main de Dieu. Ce qui est un paradoxe, c'est-à-dire il marque un but en tricherie et un but extraordinaire derrière, à 5 minutes d'intervalle, et ce maillot a fait un peu plus de 9 millions. Ah, 9 millions, d'accord. Oui. Est-ce que vous serez prêt à mettre cette somme si vous l'aviez dans un maillot de foot? Non. Non, j'avoue que 9 millions, ça fait... C'est quand même beaucoup, même si ce match est un match d'anthologie, je trouve que ça... Sur quoi calcule-t-on la valeur du maillot? Alors là dans ce cas-là, ça n'est plus la valeur du maillot en lui-même, c'est la valeur historique. Donc on est plus sur l'histoire que sur le maillot en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la base d'un maillot, ça va de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. Mais là, on est dans un cadre exceptionnel, c'est une histoire, c'est la guerre des Malouines, c'est l'Angleterre contre l'Argentine. Donc il y a, en fait, la notion historique rentre en jeu dans ce genre de pièces. Par contre, il y a peu de pièces comme ça qui arrivent sur le marché qui ont cette connotation et sportive, et politique, et historique. Il y a d'autres exemples, par exemple, de pièces qui auraient une connotation politique comme ça? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Ça reste vraiment la pièce majeure qui a été mise en vente. Ouais, ce qui pourrait expliquer du coup son prix. Oui, et puis ou en tout cas, après, qui pourrait justifier que ce soit la plus chère. Oui, et puis après, ce ne sont pas des collectionneurs qui achètent, qui ont acheté. C'est-à-dire? Bah là, c'est parti au Moyen-Orient. D'accord. Ah, voilà. Donc, ça a été acheté plus par investissement. Et donc par diplomatie que par collection. D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, aujourd'hui, c'est un maillot qui est exposé dans des palais. On l'espère qu'il sera exposé peut-être au musée du sport du Qatar pendant la Coupe du Monde. C'est pas impossible. On n'a pas d'informations aujourd'hui, mais ça n'est pas impossible. D'accord. Si on sort un petit peu de ces sommes astronomiques desquelles vous venez de nous parler pour vendre des maillots et qu'on va à des sommes peut-être plus à l'échelle d'un consommateur lambda qui va utiliser un maillot pour se vêtir, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de maillots vintage qui sont sur un marché, je dirais, plus lambda, dans lequel il y a un consommateur comme vous et moi qui voudrait aller jouer au foot. On voit plus forcément les maillots nouveaux, floqués, etc., Nike, de n'importe quel club. Maintenant, il y a quand même une vraie tendance à ce qu'il y ait des maillots vintage qui oui, alors, la catégorie vintage, c'est-à-dire que là, on rentre... En fait, il y a plusieurs catégories dans le maillot. Il y a le maillot qui provient d'une boutique, c'est-à-dire qui était le modèle fabriqué pour être vendu dans les boutiques, ce qui existe bien sûr toujours, et qui est le plus grand marché aujourd'hui du football. Ensuite, vous avez les maillots qui ont été donnés pour les clubs pro. Donc en fait, ça faisait partie des dotations que faisaient les marques pour les clubs. Et après, dans cette catégorie, vous avez le maillot qui a été porté lors de la rencontre par le joueur. Donc en fait, on a ces catégories qui sont pas forcément la même clientèle, c'est-à-dire c'est pas forcément les mêmes collectionneurs, et à savoir que dans cette première partie vintage, en fait, on revient sur le souvenir d'un club. Donc on va acheter un maillot de Nantes lié au logo, pas forcément avec un numéro dans le dos, puisque à la base un maillot boutique n'a pas de numéro dans le dos, mais on va être sur le souvenir. On était au stade avec son père, avec la famille, on est de Nantes, etc. Donc ce vintage-là, il revient en mémoire et on va l'acheter. Donc on va acheter aussi bien un maillot qui a 40 ans qu'un maillot d'il y a 20 ans et aussi un maillot d'aujourd'hui. On va faire une panoplie en fait, qui va se remémorer et qui va être en fait l'amour de son club, tout simplement. Le maillot rétro, en somme, conserve une partie de prestige qui n'a d'égal qu'une période fantasmée, un souvenir. Tout à fait. En fait, Nantes, on va se rappeler de la période fantastique de Nantes, donc on va acheter ce maillot-là. On va se souvenir d'une Coupe d'Europe, on va acheter un maillot qui correspond à la période de la Coupe d'Europe. En fait, la collection, elle est toujours basée sur le souvenir. C'est dans toutes les collections, que ce soit olympique, cyclisme, elle est basée sur la passion d'un sport
et dans cette passion sur le souvenir. Bah, c'est vrai qu'acheter un maillot d'une saison où Nantes, pour reprendre cet exemple-là, finirait 12e, ça aurait très peu de sens finalement pour le collectionneur. Non, alors ça n'a pas de sens, mais ça aura du sens parce que on va commémorer à travers l'achat de ce maillot vintage, on va commémorer le fait que l'on aime son club. Mais ça revient à dire aussi souvent ce que disent beaucoup de personnes, le foot c'était mieux avant. Il y a aussi une forme de on ne se reconnaît plus dans les maillots qui paraissent aujourd'hui. Donc qui sont bardés de publicité et de sponsoring. Et on retourne sur des maillots qui représentent... de saveur. Oui, un maillot où il n'y aurait qu'un seul sponsor iconique et qui ne serait pas forcément blindé de 25 Tout à fait. Ça peut aussi rentrer en jeu au niveau des collectionneurs. Mais on a des collectionneurs qui vont... j'ai un collectionneur à Bordeaux, par exemple, que je connais bien. Il collectionne tout Bordeaux, de la nuit des temps à aujourd'hui. Donc il va essayer de reconstituer, saison, il va acheter, il va essayer de reconstituer toute la base des maillots de Bordeaux. J'en connais aussi un à Montpellier, enfin dans plein de clubs, beaucoup. Après, vous en avez d'autres, ils vont collectionner simplement des périodes. Ils vont s'arrêter dans les années 80 ou 90, ils ne vont pas au-delà. Donc c'est très variable. La collection, il ne faut pas chercher à la comprendre, il faut juste l'accepter. Et comme je le dis souvent, que ce soit une collection faite de maillots réplica, ce qu'on appelle réplica boutique, ou de maillots pro ou de maillots pro portés, tout est légitime et tout à sa place. Et justement, vous me tendez une perche en parlant des maillots réplica, qui sont donc les maillots qu'on achète dans une boutique d'équipementier ou alors les boutiques des clubs, souvent pour des prix d'ailleurs assez élevés. Pour ça, justement, ces prix-là, comment est-ce qu'on peut les expliquer d'une certaine manière? Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que quand on va à la boutique du PSG sur les Champs-Élysées acheter un maillot, il y en a quasiment pour 100 €? Parce que vous payez un énorme marketing. La valeur intrinsèque du maillot, la valeur de fabrication, elle n'est pas très élevée, on sait d'où ça vient. Au Bangladesh notamment. Enfin, Bangladesh, Thaïlande, Vietnam, aujourd'hui ce sont les pays de fabrication. Mais le marketing est tellement gigantesque qu'il prend une part et puis il y a des marges. Et il faut payer les vendeurs, la boutique, l'emplacement, etc. Toute la chaîne commerciale, comme si on allait au supermarché du coin. C'est pareil, les gens oublient ça aussi. Par contre, oui, il y a une part marketing qui est très très importante. Et puis, il faut rétribuer, si on parle du PSG, il faut rétribuer aussi le PSG. Donc, l'image se paye et tout ça, c'est un marché très important aujourd'hui. Mais ce que vous dites, ça c'est l'exemple du PSG, mais vous prenez un maillot par exemple d'un club lambda de Ligue 1 comme Ajaccio ou Angers, ce sera sensiblement le même prix. Ça va être le même prix parce que c'est un prix de marché. Aujourd'hui, la marque et les boutiques fixent un prix de marché. Donc c'est 120, 140, 160 € en fonction des marquages que vous allez y mettre. Et voilà, c'est un prix à peu près stable partout, mais qui ne prend pas en compte justement toute cette partie. C'est un prix qu'on détermine, tout simplement. C'est un petit peu ce que dit Jules Tillier dans le chat, qui demande si c'est pas une stratégie un petit peu à la Apple, dans le sens on fait un produit très élevé pour rendre ce produit-là haut de gamme, et du coup dans la communication de masse, ça coule de source qu'un maillot doit coûter ce prix-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis un peu d'accord. Maintenant, quand on voit un maillot... Quand on voit tous les maillots à 120 €, qu'on en voit à 90 €, finalement, on se dit que on fait presque une affaire d'acheter le maillot à 90 €, alors que c'est déjà ultra cher, je trouve, pour un maillot. Surtout comme on a dit, au coût de fabrication qui est minime. C'est ça. Oui, quand on voit la marge que le club... Oui, mais là, on est dans... Le football est devenu une économie. Bien sûr. Ça n'est plus un sport, c'est une économie du sport. Donc tous ces paramètres servent à enrichir aussi les clubs. Ça enrichit bien sûr les marques. On connaît Nike, Adidas, Puma, enfin il y a beaucoup d'intervenants, même Macron en tant que marque. L'équipementier, pas le président. L'équipementier, voilà. mais aujourd'hui, on est dans une telle économie que ça fait partie. Vous savez, on est sur des transferts qui sont gigantesques. Aujourd'hui, le maillot reste un produit qu'on a positionné non pas comme un produit bas de gamme, mais comme un produit milieu et haut de gamme. Et donc les gens adhèrent, les gens achètent. Si les gens n'adhéraient pas à acheter un maillot à 120 €, le prix descendrait. Donc là, ils achètent, il n'y a pas de problème. Justement, vous qui avez pu observer sur le long cours l'évolution de ces prix de marché, depuis quand est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là où on doit payer ces sommes pour avoir un maillot? Depuis quand il y a des maillots commercialisés à outrance ça fait très très longtemps.
Alors à ces prix-là, je dirais, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que les prix avaient augmenté. Après, de tout temps, les maillots réplica boutique, c'est apparu sur le marché dans les années 70. Ah oui? Ah oui, bien sûr. D'accord. Dans les années 70, par exemple, on vendait, vous pouviez les acheter... gamins jouaient dans la cour d'école avec des maillots. Vous pouviez acheter des maillots réplica, alors c'était assez limité en club, mais de mémoire, il y avait Nantes, il y avait Lille, il y avait Strasbourg, enfin il y avait les clubs à l'époque qui jouaient en Ligue 1, et c'est des maillots d'ailleurs aujourd'hui qui sont très recherchés, parce que c'est des maillots qui ont pratiquement 40-50 ans, Bien sûr. Et qui sont, même en maillot boutique, c'est des maillots boutiques donc, qui découlent sur le maillot vintage, ce sont des maillots très recherchés, même sans numéro, et qui valent aujourd'hui autant sinon plus cher qu'un maillot boutique d'aujourd'hui. Pour quelle raison? La rareté. Bah oui. C'est beaucoup plus... Parce que vous êtes enfant, vous avez votre maillot de Paris, dans les fins des années 70, il n'y a pas de grande probabilité que vous l'ayez encore. Donc ceux qu'on retrouve, les prix montent parce qu'il y a de la demande, parce que les gens les cherchent. Surtout qu'à l'époque c'était déjà moins démocratisé, je suppose qu'il y avait moins d'achats à l'époque de maillots que maintenant. Ça n'a rien à voir, le marché n'a rien à voir, les quantités qui étaient fabriquées même à l'échelon national étaient très faibles par rapport à ce qui est fabriqué aujourd'hui et mis en boutique. Aujourd'hui, il y a une démocratisation aussi de l'offre dans les magasins. Vous avez des chaînes de magasins, des grandes chaînes qui vendent aussi ces maillots-là. Qui sont spécialisées là-dedans, on ne parle pas des Décathlon, là, on parle de chaînes qui vendent... Alors vous en avez dans les grandes chaînes comme Décathlon, Go Sport, etc. Et puis vous avez même quelques magasins spécialisés. À l'époque, personne ne vendait de maillots de foot. Oui, pour avoir le maillot de Strasbourg, il fallait aller à la boutique de Strasbourg. Pas forcément, non, vous aviez un petit peu déjà la vente par correspondance, ça existait. Ah déjà? Oui, on n'imagine pas, mais... Ah bah non, c'est vrai que c'est... On n'imagine pas, mais fin des années 70, vous pouviez acheter votre maillot par correspondance. Alors à l'époque, on tapait pas sur un ordinateur, on renvoyait un bon dans une enveloppe avec son chèque. Ah, c'est marrant. Et on recevait son maillot dans la taille qu'on avait déterminée. L'ancêtre d'Amazon en quelque sorte. Voilà, oui. Non, mais ça existait. D'accord, mais écoutez, je ne me serais pas imaginé. Au-delà de la question de l'émotion que vous soulevez depuis le début de l'émission, est-ce que la qualité, en tout cas le soin mis dans la conception des maillots à l'époque, était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est recherché peut-être? Alors déjà à l'époque, on avait un quasi-monopole de marque. C'est-à-dire que c'était pratiquement que Adidas qui fabriquait des maillots. Après sont venus sur le marché Nike, donc cette fameuse guerre Nike-Adidas, puisque pour l'équipe de France, Nike a repris le contrat Adidas en 2010, après la Coupe du Monde. Et ensuite, il y a eu plein d'autres marques qui sont venues, comme parfois, aujourd'hui on a quoi? On a Puma, le Coq Sportif, Puma, enfin il y en a beaucoup. Mais à l'époque, oui, l'offre était tellement restreinte que je peux imaginer les jeunes ou moins jeunes qui recevaient leur maillot, pour eux c'était le Graal. Après, le comparatif par rapport aujourd'hui, au niveau du design et tout, c'est une évolution, c'est simplement une évolution. Et à l'époque, on avait un maillot domicile, un maillot extérieur. Aujourd'hui, vous avez le troisième, la couleur, on change. Là, on est totalement dans le marketing et on est là pour vendre le plus de maillots possible. Ça, les troisième maillots, etc., on y viendra un peu plus tard. Moi, il y a quelque chose dans le chat qui est très actif et qui réagit beaucoup. On vous remercie évidemment à tous. Juptilien encore qui nous dit que le luxe s'approprie un peu le streetwear et les maillots. Il y a un petit peu cette tendance au fond de vouloir, avec les maillots par exemple de Venise, vouloir se faire des maillots qui sont plus que des maillots de foot. Oui, c'est ça. En fait, de plus en plus, ça devient des objets de mode. Ou des outfits, entre guillemets, qui sont faits pour aller avec un maillot de foot, avec un pantalon, comme tu précisais, avec les maillots de Venise notamment, qui ont une hype incroyable. Même beaucoup de gens portent le maillot du Real Madrid, ou même avec les survêtements pour aller plus loin. L'exemple majeur en France, c'est la collaboration Jordan-PSG. Oui, voilà, les maillots sont c'est devenu des objets de mode. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, autant il y a 10-15 ans, c'était pas forcément l'usage courant, maintenant c'est devenu quasiment commun de porter un maillot de foot en guise de t-shirt pour sortir dans la rue. Oui, c'est ça. Maintenant, si on marche dans Paris, on peut voir beaucoup de gens avec des maillots de foot, alors que peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, les maillots de foot, c'était pour jouer au foot. Maintenant, c'est plus vraiment ça. Alors, il y a eu plusieurs modes comme ça. Donc, la première mode a été fin des années 80, années 90.
à l'apparition du streetwear, du hip-hop, enfin toute cette mouvance, puisque j'y ai participé à l'époque. En fait, à l'époque, les jeunes s'habillaient basket. Donc ils mettaient des sneakers, ce qu'on appelle des sneakers maintenant, mais qui s'appelaient tout simplement des baskets, étaient capables de sortir dans la rue avec un maillot de basket, avec survêtements, etc. Moi, à l'époque, j'ai même équipé des groupes de rap qui venaient s'habiller, en l'occurrence NTM, pour pas les citer. Oui, mais là, ça remonte à très très loin. Et en fait, il n'y avait pas cette mode, et vous avez raison de le dire, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas de jeunes avec des maillots de foot dans la rue. Et en fait, ça, c'est apparu il y a une bonne quinzaine d'années, où là, cette identité que l'on avait avec son club, on l'a mise dans la rue, comme si c'était un signe distinctif d'appartenance. C'est toujours ça en fait, hein. On appartient au PSG, on appartient à Nantes, on appartient à Marseille, et on le montre maintenant. Depuis un petit moment, on le montre. Avant, ça n'existait pas. On allait, on avait son sac, on sortait son maillot et on allait à l'entraînement de foot. Oui, c'est ça. Et on remettait son maillot dans le sac. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on voit... vous pouvez prendre l'avion demain, le train, et vous allez toujours voir des gens avec un maillot. Il y a même des sélections nationales qui en jouent. Quand je pense notamment au Japon, qui pour la dernière Coupe du Monde, et même là, les maillots qu'ils ont sortis récemment, où ils pensent davantage à leur public mode, plus qu'aux Japonais qui veulent le porter pour soutenir. Donner un côté mode à son maillot de foot, pour une équipe ou pour une sélection, c'est aussi bénéficier in fine d'une valeur ajoutée. C'est élargir son audience. Tout à fait. Le Nigeria, par exemple, à chaque Coupe du Monde, tout le monde adore leur maillot et il y a potentiellement plus d'achats que pour d'autres sélections modestes. Oui. Vous avez eu le Sénégal, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait sorti une combinaison. Pour les JO 2000. Voilà, pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique, mais qui a été interdit par la FIFA. D'accord, je me souviens pas de ça. C'était un ensemble short maillot lié, comme une combinaison. Et il y avait le maillot débardeur du Cameroun aussi. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et là, la FIFA avait refusé, mais ils ont quand même joué avec. Ils ont dit oui, on va l'enlever, mais ils ne l'ont pas enlevé, et ils ont fait la compétition comme ça. Voilà, donc il y a des particularités. Mais là, on est aussi dans le domaine, puisque c'était Puma qui avait sorti ça, on est dans le domaine du marketing, là. C'est pas les joueurs qui ont décidé ça. Bien sûr. C'est les équipementiers, les équipementiers qui ont quand même énormément d'influence sur les équipes nationales ou les équipes de club. Oui, parce que par exemple, quand on voit par exemple, je dis ça, les maillots Puma de l'an dernier de Manchester City, de Marseille, du Borussia Dortmund qui s'étaient plaints de leur conception, au final, les clubs sont pas forcément maîtres de la conception des maillots. Non, parce que la recherche technologique est faite à la base par les marques, après avec des collaborations de clubs. Mais je pense que c'est quand même la marque qui a le dernier mot, parce que c'est elle qui produit le maillot et c'est elle qui veut élargir le potentiel de vente à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, un maillot de PSG, vous le retrouvez, je vais vous donner juste une petite anecdote. Allez-y, on est là pour ça. Ma fille part faire un cycle d'études aux États-Unis, hébergée dans une famille, et on l'accompagne. Et on arrive donc du côté de la Californie, et on arrive dans la maison, une femme avec son fils, et le fils qui joue au foot. Quel est ton joueur favori? Je lui demande, il me dit Mbappé. Et il avait quoi? Un maillot du PSG. Ah, oui. Et on est à plus de 10 000 km. Donc on voit l'influence aujourd'hui, bien sûr, de la télé, des réseaux sociaux, etc. Et on voit que ce gamin qui a 10 000 km, qui aime le PSG, avait déjà un maillot sur lui. Et est-ce que c'était pas, quand vous disiez que c'était le cas il y a 20 ans, un gamin il y a 20 ans pouvait avoir le maillot de Beckham par exemple, ou de Ronaldo? Oui, mais il ne l'aurait pas porté comme ça, il l'aurait porté pour jouer pendant le sport. Voilà. Oui. Il l'aurait porté pour le... Aujourd'hui, c'est vraiment descendu dans la rue. C'est ça qui est différent. Oui, c'est comme là, récemment, pour le match de Coupe d'Europe de Nantes, il y avait un jeune Sénégalais et qui portait, lui, quand il est au Sénégal, qui portait le maillot de Nantes en tant que supporter nantais. Ouais, et pas pour jouer au foot. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais surtout, moi je veux rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que c'était une manière d'arborer un petit peu ces couleurs et de les mettre en avant dans la rue. On voit que ça a une certaine limite, parce qu'au final, on voit finalement des gens qui mettent des maillots qui ne sont pas forcément les maillots de leurs équipes. Et même en allant au-delà, des gens qui veulent parfois acheter des maillots. Enfin, moi je prends mon exemple, j'ai pas que des maillots du club que je supporte. C'est terrible ça. Bah écoute, très de critique si tu veux, mais j'ai pas des maillots, j'ai des maillots diversifiés de clubs. Non, aujourd'hui c'est devenu un vêtement
avec lequel on s'habille comme si on mettait un t-shirt ou un sweat. Voilà, c'est devenu un vêtement qui est grand public. Et bien sûr, les marques veulent que ce soit encore plus grand public, de même que les baskets. Il y a quelques dizaines d'années, les baskets étaient faites pour pratiquer. Et à partir des fins des années 80, c'est devenu, comme vous le disiez, un accessoire de mode. Aujourd'hui, on peut considérer, alors pas encore à une échelle vraiment très importante, mais on peut considérer que le maillot de foot devient un accessoire de mode. Est-ce que ça va le rester dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, la tendance va s'amplifier au point qu'on sortira dans la rue, on pourra aller au boulot par exemple avec un maillot de foot, à votre avis? Alors tout dépend quel boulot, déjà. Non, c'est sûr que pas un boulot en grand costard, mais en tout cas un travail dans lequel... mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je pense que c'est possible. Parce qu'il y a une évolution de la société dans ce sens qui accepterait peut-être... Oui, avant vous alliez voir votre banquier avec une belle chemise et tout. Aujourd'hui, vous y allez en basket et en t-shirt. Ça pose plus de problème. Bien sûr. Mais avant, enfin, vous regardez les générations de vos parents ou de vos grands-parents, on n'allait pas voir son banquier si on n'était pas bien habillé. Aujourd'hui, c'est pas un problème. Aujourd'hui, vous rentrez dans un restaurant avec un maillot de foot. Il y a 30 ans, 40 ans, on vous aurait un peu regardé comme ça. Et c'est très bien que ce soit comme ça aujourd'hui. Bien sûr. Parce que le vêtement ne doit pas être non plus une sélection au niveau des personnes. Mais non, moi je pense réellement que c'est une économie, si on parle plus particulièrement du foot, très très importante aujourd'hui. C'est une économie à côté de l'économie. Parce que le foot n'est pas régi et ne se régit pas par des économies d'entreprise comme on le voit tous les jours. C'est une économie parallèle. La raison c'est que dans aucune autre entreprise ou très peu dans d'autres sports, vous avez des transferts. Et aujourd'hui, on sait que le transfert est très problématique. Voilà. Mais c'est une économie gigantesque. Quand vous voyez aujourd'hui le budget du PSG, le budget du Real, Manchester, etc., c'est absolument c'est affolant. Quand on vous parle là, des prochains salaires de Mbappé. Mais en même temps, il faut comprendre que si on lui donne cet argent, c'est parce qu'il y a une économie et que les maillots font partie de cette économie. Et est-ce que justement le fait de vouloir acheter, et je me tourne vers vous aussi en même temps, vouloir acheter ces maillots vintage, est-ce que c'est pas quelque part vouloir contrecarrer ce système et pas forcément vouloir financer ces millions d'euros et donc in fine les salaires des joueurs? Est-ce que le fait d'acheter un maillot d'il y a 30 ans sur internet, dans des sites spécialisés ou alors dans une friperie, voudrait dire qu'au final on préfère acheter ça plutôt que un peu le même mécanisme que les gens qui refusent la fast fashion par exemple? Je sais pas, en fait je sais pas, parce que personnellement je suis pas forcément plus intéressé par des maillots plus anciens. Je vais plutôt privilégier l'achat de... Là par exemple, si je prends pour mon cas, s'il y a une recrue de Manchester qui me plaît, je vais peut-être préférer acheter son maillot. Mais oui, il y a le côté, comme vous le disiez, le côté rareté du maillot ancien qui fait que la personne, elle va plutôt se dire oui, je veux ce maillot parce que personne d'autre l'a en fait. La difficulté, c'est qu'on touche au comportement humain et c'est très très difficile de savoir pour quelle raison, mais notre invité le disait au début d'émission, c'est hyper compliqué de dire pourquoi un collectionneur va sur tel type de maillot, sur telle époque, sur tel club. Oui, vous savez qu'il y a eu un événement important dimanche dernier. Organisé par SoFoot et Trash Talk. Voilà, tout à fait. Moi, c'était ma 3e participation. On est passé d'un petit endroit qui était exigu et tout, et là, ils sont passés à la vitesse supérieure parce qu'on leur a aussi demandé, parce que c'était plus possible. L'événement a été incroyable. Incroyable. À côté de Gare du Lion, pour contextualiser, au Grand Contrôle, qui est un énorme hangar dans lequel il y a pas mal de manifestations de ce type. Voilà. Et là, ça a été au-delà des espérances de tout le monde. Entre 8 et 10 000 visiteurs dans la journée. Donc vous imaginez. Et des transactions, c'est-à-dire des achats de maillots toute la journée. Toute la journée, et aussi bien du boutique que du maillot professionnel et que du maillot professionnel porté. Il y avait toutes les catégories et aussi des maillots avec juste une signature. Donc ça veut dire que les collectionneurs ou acheteurs étaient déjà dans un paradis pour eux et surtout qu'il y a vraiment des acheteurs pour toutes les catégories de maillots. Pas seulement le vintage, pas seulement le moderne, il y a absolument tout le monde y trouve son compte. Et c'est ça. Après, le fait du vintage,
oui, on peut peut-être considérer qu'il y a une mode, mais je la ramène toujours au fait de la mémoire, du souvenir. Ça marche toujours comme ça. Hein. Moi, je pense que les gens qui vous diront non, c'est pour... Non, c'est toujours lié à quelque chose. Après, comme vous le disiez, ce souvenir n'est pas forcément monoclub. On peut avoir des souvenirs sur différents clubs, différentes périodes. Et c'est ça qui permet à ces collectionneurs de se construire des collections de toute période. Moi, je pense quand même, je le vois après, il n'y a pas d'éléments chiffrés où il faudrait faire une étude assez précise sur le sujet pour en savoir plus. Mais je pense qu'il y a quand même une grogne particulière des supporters en général, notamment, moi je prends l'exemple du PSG, qui sont extrêmement mécontents des maillots ces dernières années, parce que l'éloignement de la tradition maillot Echter, etc., qui fait que aussi, peut-être, on se tourne vers des maillots plus anciens, qui nous rappellent un beau souvenir, mais aussi qui évoque une esthétique très particulière. Tout à fait. En fait, quand on touche trop à l'identité du club, oui. Les vrais supporters, quand je dis les vrais, il n'y a pas de vrai et de faux, mais les supporters les plus assidus ont l'impression qu'on touche à leur club, et ça, ils ne supportent pas. Donc, alors, on le voit bien, hein, il y a du mécontentement, mais c'est pas ça qui fait changer. Bien sûr. C'est pas ça qui fait changer le maillot qu'on va retrouver en boutique. Mais parce que vous le disiez très bien, il y a aussi une question de marketing et le fait que ça plaise aussi outre les frontières. Hein, par exemple, aux États-Unis, le maillot de Mbappé, voilà. Ou ce que disait Clem, le logo de la Juve. On y viendra tout ça sur les aspects identitaires un petit peu plus tard. Vous avez une question d'Erwin Perry dans le chat qui demande, il travaille dans le luxe et il demande s'il peut se déplacer sur son lieu de travail avec un maillot du FC Andorre en D2 espagnol. C'est à lui de voir avec sa hiérarchie s'ils acceptent ou pas. Est-ce que ça vous choquerait de voir ça dans le secteur du luxe? Après, le secteur du luxe, c'est représenter des marques. C'est toujours la problématique. Prenez quelqu'un qui travaille à la boutique Nike, qui ne vient pas avec un maillot Adidas. Voilà. Donc c'est tout ça. C'est un bel exemple pour Voilà, c'est un bel exemple. En tout cas, il est en train de dire qu'ils n'ont pas l'air très chauds dans son entreprise pour. Non, mais après, je pense que dans certaines professions, de venir avec un maillot de foot ne doit pas poser de problème. Bien sûr. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard, mais pour l'heure, c'est l'heure de l'entracte. Et vous allez, Mehdi et Damien, nous parler des actus de la semaine, c'est ça? Exactement. Allez-y, on vous écoute. C'est bon? Ouais, on vous écoute. L'actualité a été assez dense cette semaine et avec Damien, on a pensé à parler de plein de choses. Il a fallu faire des choix équeutés. On a pensé à parler de l'agression Pablo Mari, de la rencontre dont a été victime Pablo Mari, de la rencontre de série C entre Montevarchi et Cesena, lors de laquelle l'entraîneur de l'équipe locale a agressé à l'aide d'une focaccia son homologue. C'est vrai? Ouais. Ou encore du calendrier à l'effigie des mollets de Jack Grealish, mais on s'est concentré sur 4 autres actus. La première, c'est passé ce week-end, donc il ne vous aura pas échappé, ou peut-être pas, hein, que Flamengo a glané sa 3e Copa Libertadores dans une finale en Équateur, dans une finale 100% brésilienne contre l'Atlético Paranense, merci Damien. Mais là n'est pas vraiment le plus important, hein, parce que cette finale marquait aussi la grande dernière d'une légende et d'un monument du football brésilien. Je ne sais pas si vous avez son nom en tête. Alors tu me parles de dernière au Brésil, je pense. Alors en tant que coach, voilà. Écoute, en tant que coach, je parle de Luis Felipe Scolari, entraîneur de l'Atlético Paranense. Merci. Donc ouais. Ça aurait pu. Un clap de fin au goût de défaite pour celui qui fut adulé en 2002 après la dernière victoire en Coupe du Monde du Brésil. Il n'avait pas encore sa moustache. Voilà. Non, il a vieilli, hein. Il a près de 74 ans. Hein. Ah oui, en effet. Donc, qui fut adulé en 2002 après la victoire du Brésil au mondial japonais et coréen, et totalement maudit en 2014 après l'humiliante élimination de la Seleção en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Donc c'est un clap de fin au goût de défaite, comme je le disais, parce que son équipe donc a perdu sur la plus petite des marges 1-0.
Et comme je te le disais, Elio, à quelques jours de son 74e anniversaire, celui qui est nommé Felipao n'a pas su saisir l'occasion de finir sa carrière de la plus belle des manières, en glanant lui aussi potentiellement une 3e Copa Libertadores, puisqu'il en a déjà remporté 2. Est-ce que tu sais avec qui? Avec qui? Alors, c'est des clubs brésiliens. Exactement. Ouais, on est bon. Donc Flamengo. Alors non, pas Flamengo, mais avec Palmeiras en 99 et avec le Grêmio en 1995. Une belle carrière en tout cas. Damien, sans transition, on parle Sans d'autre chose transition, on attend tous la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, mais là, cette semaine, il y a une autre liste d'équipe de France qui a fait l'actualité, c'est la liste de l'équipe de France de Twitch, parce que le 19 novembre, l'équipe de France va affronter l'Espagne, dans un événement organisé par des streamers français et des streamers espagnols. Et dans cette liste, on peut y trouver des grands noms de la plateforme, comme Amine Mathieu, Billy, Rebeu d'Ether, ou des grandes personnalités aussi de YouTube, telles que Carlito, de la chaîne McFly et Carlito. Alors, pour contextualiser, on parle bien d'un match de foot. Match de foot, vrai match de foot organisé qui au oppose stade les Espagnols. Jean-Bouin. La billetterie est ouverte, on pourra prendre des places pour le 19 novembre. Et c'est un match avec une liste française. La liste espagnole n'a pas encore été dévoilée, mais il se murmure qu'il y aurait des joueurs professionnels et semi-professionnels. Autant dire que c'est un match où il y aura un vrai enjeu. Parce qu'il y a eu des vraies guéguerres entre la France et l'Espagne. Il y a eu des vraies guéguerres. Ils vont jouer avec quel maillot? Je sais pas encore. Les maillots. Mais oui, c'est un match vraiment avec l'enjeu. Et comme on sait, quand il y a des France-Espagne en sport, en général, ça se la donne. Bon, mais très bien. On revient avec toi, Mehdi, sans transition. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bon? On a eu une déclaration cette semaine qui était un petit peu. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Samuel Eto'o mettre un taquet dans la presse. Hein. Ouais. Et là, dans un entretien accordé aux médias Bouscapé, médias spécialisés sur l'Europe, le Camerounais a donné son avis sur le niveau de Thierry Henry, qu'il estime bien plus faible que le sien, et ajoutant même que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus est moins talentueux que Nicolas Anelka. Donc je cite, Eto'o nous dit « Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka, il était bon mais je préférais d'autres joueurs, en tout cas, à mon niveau, non. » Donc voilà ce qu'il assène, voilà ce qu'assène l'ancien, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Inter et le Barça, actuel président de la fédération camerounaise. Mais qu'Henry peut se satisfaire de ne pas être de ne pas avoir été la seule personne tensée par Samuel Eto'o, puisque le Camerounais s'est ensuite payé la tête d'Elhadji Diouf. Ouais, très facile. Et je cite encore une fois, il n'est même pas dans cette catégorie. Comment tu veux mettre Diouf à côté de Henry? Nous voilà rassurés pour Titi. Mais peut-on être étonné d'une sortie de Samuel Eto'o quand on connaît l'humeur du bonhomme, toujours très énervé, toujours remonté comme un coucou, qui avait bien critiqué Guardiola il y a quelques années, on s'en souvient, et qui avait rendu un hommage après le décès de Cheikh Tioté d'une drôle de manière en postant une photo Instagram où il lui foutait un petit pont, donc c'est pas très étonnant. Ouais, effectivement. Cela dit, c'est pas le seul à penser ça. Hein. D'après Jules Tillien, je trouve que Darcheville est meilleur qu'Henry. Franchement, il y a match. On parle toujours de grands attaquants. Le Stade Brestois a perdu Belaïli, mais il y en a un autre qui est arrivé. Oui, le Stade Brestois peut-être qui va se montrer très actif sur le marché des transferts. Je sais pas si vous avez vu. Là, en ce moment, enfin la semaine dernière, il y avait l'Open de Brest de tennis. Et du coup, Benoît Paire s'est invité à l'entraînement du Stade Brestois et s'est entraîné aux exercices de volley et de frappe. Et comme on va le voir, Benoît Paire a un petit bout de talent dans les pieds. On a la vidéo, oui, qui arrive. Bel équilibre. Franchement, la volée est bien limpide. Hein. À la pleine lucarne. On la sent bien, la relation technique avec Romain Del Castillo et Franck Honora. Ouais, ça fait un peu d'attaque. Il ferait pas forcément tâche dans la rotation du Stade Brestois. Ça vous inspire pas, Jean-Marc, ces frappes? Ça m'inspire que c'est un athlète. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'un athlète qui a une motricité comme un joueur de tennis peut s'appliquer sur la motricité de beaucoup de sports. Ouais, c'est vrai, parce que l'équilibre là. Voilà, et ça ne m'étonne absolument pas. Absolument pas. Et il a peut-être raté sa vocation. Hein. Après, c'est le mental peut-être qui ouais, chez lui, faudrait travailler. Le goût pour la fête aussi. Oui. Exactement.
C'est bon pour Benoît Paire? C'est bon pour Benoît Paire. C'est bon pour Benoît Paire. Et ben, on peut retourner à nos moutons de maillot. Effectivement, on a commencé un petit peu à l'aborder tout à l'heure avant votre entracte, mais c'est vrai que les maillots transmettent un ADN de club, transmettent un sentiment d'appartenance, et on a parfois le sentiment justement que cette appartenance elle est un peu mise à mal avec la globalisation totale du foot. On parlait des changements de logo par exemple, qui étaient, ça va peut-être au-delà des maillots, mais ça témoigne d'une certaine mise à l'écart de l'identité. Oui, après, ça fait partie de l'évolution. Si on prend d'autres sports comme la NBA, il y a eu évolution. La NBA s'était toujours refusé de faire de la publicité, maintenant elle en fait, même si ça reste très discret. Mais il faut de l'évolution. Si on reste sur des logos, les logos ont déjà changé plusieurs fois dans l'histoire des clubs. Si on prend le logo du club le plus ancien, du HAC, Le Havre, oui. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce que c'était fin Oui, parce qu'en 1800. définitive, on voit une gronde des supporters, des anciens joueurs qui se disent, à tort ou à raison, garants de l'identité du club, et qui disent à chaque fois, bah ouais, vous touchez au logo, etc. On oublie trop souvent que c'est fait tous les 10-15 ans, en définitive. Oui, et puis je vous dis, aujourd'hui, on est dans une mondialisation d'un marché. Même les maillots s'exportent. Avant, c'était européen, le foot. Enfin, il y avait une partie européenne, une partie Amérique du Sud, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, vous avez, on prend ce qu'on appelle le soccer aux États-Unis. L'équipe féminine américaine est quand même la meilleure au monde. Donc il y a une évolution. Les garçons vont mettre encore du temps, certainement. Maintenant, le PSG passe en prime en Chine, dans les pays asiatiques. Il y a une évolution qui est mondiale. Donc tout doit évoluer, aussi bien le design des maillots que parfois le logo. Alors bien sûr, les changements peuvent être des fois un peu trop... voilà, c'est un peu trop radical. Mais, pour le FC Nantes, par exemple. Oui, mais après, voilà. Alors, est-ce que prendre des avis des supporters ne serait pas aussi une solution qui permettrait d'aplanir les tensions? Ce qu'a fait Saint-Etienne, par exemple. Voilà, mais en même temps, cette évolution, elle est inéluctable. On peut pas la... Et on est, à mon avis, encore... dans les prochaines années, je pense qu'on a encore de grandes surprises au niveau des couleurs. Voilà, on voit les logos du Hack, notamment, qui ont beaucoup changé entre-temps, effectivement. Voilà. Hein, avec le temps, c'est vrai que ça... Merci à Clem qui nous a sorti cette image. Oui, mais on voit bien cette évolution. Donc, pourquoi pas? Maintenant, il faut que ça reste contrôlé. Voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne des dérives et que justement les fans, les supporters ne s'y retrouvent plus. Mais là, vous avez mentionné surtout des clubs à dimension internationale. On peut aussi penser, par exemple, qu'il y a des clubs, je pense le Stade de Reims, le FC Nantes, des clubs à dimension peut-être plus confidentielle, en tout cas à l'heure actuelle, qui changent tout du tout au rien parfois dans leur identité. Comment est-ce qu'un club, des supporters peuvent comprendre que leur club se défausse d'une identité régionale alors qu'ils ne pèsent pas grand-chose sur l'échiquier mondial? Parce que aujourd'hui sur l'échiquier mondial, vous avez en club français Paris Saint-Germain, un tout petit peu Marseille, mais le reste, ça reste très local. De même qu'en Angleterre, vous prenez les 3-4 plus grands clubs, Manchester, Arsenal, etc. Mais Portsmouth, etc. Sur l'échiquier mondial, personne ne s'y intéresse. Et vous prenez tous les championnats, c'est pareil. Mais justement, pourquoi est-ce que ces clubs continuent malgré tout, alors qu'ils n'intéressent pas forcément le grand public international, à opérer ce virage? Parce que les marques ont tout intérêt à ce qu'il y ait une égalité dans le design, dans la modernisation d'un club ou d'un logo, et que ce soit... On ne peut pas imaginer que tel club ait quelque chose de plus moderne, et puis qu'un autre club reste sur quelque chose qui est plus ancien. Il n'y aurait pas de cohérence au niveau du championnat. Ça reste un championnat à 20 clubs aujourd'hui, et il faut qu'il y ait une unité sur ces 20 clubs, parce que les propositions que vont faire les marques au niveau commercial, elles doivent être les mêmes pour tous les clubs. Même s'il y en a un qui va vendre 10 000 maillots et l'autre 10 millions de maillots, voilà, il faut qu'on reste sur la même base. Mais on a vu s'afficher juste à l'écran, je précise, voilà, les logos du Stade de Reims à l'époque, pour s'apercevoir que ça n'avait pas bougé en 60 ans, entre 1931 et 91, et que là, ils ont changé 3 fois, dont 2 fois finalement en même pas 20 ans. Alors, on peut s'apercevoir qu'avant, c'était vraiment lié au champagne. Oui, tout à fait, l'identité locale. Et que maintenant, on ne retrouve plus cette notion de champagne, mais pour d'autres problématiques aujourd'hui. Oui, avec la loi E20 en 91, c'est pas un hasard. Mais voilà, en
même temps... Il y a la couronne quand même de la Cité des Sacs, enfin, il y a des éléments... Parce que aujourd'hui, dans le design et dans le logo, on est passé à quelque chose de très visuel et avec beaucoup d'informations à quelque chose de très épuré. Et donc, on le voit, hein, la plupart des clubs, maintenant, c'est très épuré. La Juventus, l'Inter. Même Saint-Etienne, en soi, le logo est beaucoup plus pur que l'ancien logo qui était quand même s'il était historique, ils sont passés à quelque chose de plus. Nous sommes en 2022. Mais le risque, c'est pas aussi... Le risque, on le voit aujourd'hui, c'est aussi d'uniformiser les maillots, les logos. Et la grogne aussi, elle vient de là, à mes yeux. Et comme avec les maillots Puma, où on reprochait aussi en fait à Puma d'avoir fait juste les mêmes maillots avec des coloris différents, sans respecter forcément l'identité. C'est ça. Parce que en fait, la fabrication, c'est-à-dire les nouvelles technologies, c'est aussi du marketing. C'est-à-dire que si on reste sur un Nike et qu'on reste pendant 20 ans avec la même texture et tout, ça ne va pas faire de renouvellement. Donc on va passer pendant X années, on va faire tel progrès technologique, et puis après une autre période, un autre progrès technologique qu'on va nommer autrement. Donc on avait pour Adidas du Climacool, du 4Motion. Donc on évolue aussi en même temps dans la technologie même du maillot que dans l'aspect visuel du maillot, et en multipliant les couleurs, tout simplement pour vendre plus de maillots. Mais est-ce que dans l'aspect visuel, les clubs auraient peut-être pas plus intérêt du coup à se démarquer et à rester sur le même modèle en ne changeant très peu de maillots? On voit par exemple des clubs comme Liverpool, son maillot domicile a très peu changé, ou à la marge, le Bayern également. Et on voit à l'inverse d'autres clubs qui font un petit peu n'importe quoi dans ce genre-là, ou en tout cas qui changent, comme le Barça, quasiment tous les ans de design. Alors que le Barça, pendant très longtemps, c'est resté... Oui, et puis si on remonte assez loin, ils refusaient aussi la publicité. Tout à fait. Ils avaient eu l'UNICEF pendant très longtemps. Et voilà. Mais après... tout coûte cher, donc on a besoin de rentrer de l'argent. Voilà, le Celtic par exemple, comme nous le dit Clem dans le chat, qui ne change quasiment pas son maillot pour le coup. Quasiment pas, on est toujours sur la base blanche-verte qui ne varie pas. Il y a eu quelques petites variantes avec un peu de doré pour des commémorations, mais ça s'arrête là. Oui, il y a beaucoup de clubs comme ça aussi qui changent pas leur maillot de domicile, mais qui par exemple doivent être plus extravagants sur le maillot extérieur ou le troisième maillot. Le Barça, à l'époque UNICEF avait un maillot, enfin avant l'époque UNICEF sans logo, avait un maillot jaune fluo qu'ils ont notamment mis en finale 2006 de Ligue des Champions. Mais justement, ces troisième maillots, tu nous tends la perche pour y venir, parce que c'est quand même quelque chose d'assez surréaliste. Jusqu'à il y a quelques années, c'était cantonné aux équipes qui jouaient l'Europe. Maintenant, on voit que Ajaccio, que Troyes par exemple, a mis au Parc des Princes son troisième maillot. Pourquoi ces clubs ont ça? Qui va acheter 3 maillots de 3? Le supporter. Mais... Le supporter va vouloir avoir la panoplie annuelle de son club. Donc il va acheter 3 maillots, 3 fois 120 euros. Je reformule ma question, mais quel intérêt, hormis le business évidemment, pourquoi est-ce que 3 s'évertue à avoir 3 maillots alors qu'ils jouent 38 matchs dans l'année? Ils jouent pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas besoin de se différencier. Essentiellement une question économique. Il n'y a plus de prétexte donc pour avoir un troisième maillot. Non. Mais si on fait le parallèle à la NBA, aujourd'hui c'est plus un maillot. C'est 5 maillots par équipe minimum. Et on y arrivera peut-être. Aujourd'hui par exemple vous avez une journée avec le Bleuet. Donc on met le logo du Bleuet et ça fait un nouveau maillot. Donc à chaque fois, il y aura, je pense que, parce que le foot n'est pas idiot non plus, donc il va se baser par rapport à ce qui se fait aussi dans les grandes ligues au niveau des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez, je crois qu'on atteint parfois 6-8 modèles différents à l'année. Il y a des maillots, par exemple, si on prend le cas de la NBA, il y a des maillots spécial Noël. Le Napoli a fait un maillot spécial Halloween. La journée latine, spécial Maradona aussi. Voilà, mais ils en sortent. Journée Martin Luther King. Exactement, il y a un maillot. Ah oui, non, mais on reste à 6-8 maillots. Ça reste des maillots, enfin pour le cas de la NBA, qui restent entre guillemets portables dans la vie de tous les jours, comme ils ont toujours voulu l'être. Alors que pour les troisième maillots de foot, par exemple, je repense au maillot orange fluo de l'Olympique de Marseille. Plus compliqué. Voilà, c'est souvent des couleurs très flashy. C'est très intéressant. Pendant 2 mois, l'été, en juillet-août, au bord de la plage, pourquoi pas encore. Le maillot Halloween de Napoli, par exemple. Tous les maillots en NBA de ce type, spécial Noël, sur la journée du Martin Luther King Day, etc., ce sont des maillots aussi qui revêtent une signification propre à l'identité de la franchise ou de la ville.
Donc on est très loin aussi des extravagances qu'on retrouve dans le foot. Avec le Barça. Exactement. Alors on a des, le maillot Drake pour le classique. On a des extravagances de couleurs au niveau de la NBA, mais tout ça, c'est l'économie, c'est les économies, hein, c'est juste basé sur les économies. Parce que je pense que les supporters, pour les troisième maillots, en soi, ils n'ont rien contre les troisième maillots, mais juste respecter, par exemple, les couleurs historiques d'un club et pas forcément partir dans des couleurs qui n'ont rien à voir. Il y a un troisième maillot qui a très bien marché récemment, c'est celui du PSG en 2019-2020, le blanc, qui renvoyait à une époque déjà faste, à de beaux souvenirs. De souvenirs, ce qu'on disait voilà, tout à l'heure. Alors, il y a aussi le fait que ces troisième maillots, étant moins utilisés, ont des diffusions moindres, donc sont plus recherchés. Voilà. Et sont peut-être moins, du coup les stocks sont peut-être moins importants que moins important, donc c'est parfois un petit peu plus recherché. D'accord, notamment dans les marchés de collectionneurs qui. Alors si on prend le réplica boutique, oui, et même dans le marché des collectionneurs qui cherchent des maillots ou pro portés, la recherche va se faire bien sûr sur ces pièces-là, parce que si le club a joué 4 rencontres dans l'année avec cette couleur-là, c'est évident que ça va être très dur à trouver. Donc le but d'un collectionneur qui veut ce genre de produit, ça va être de trouver cette variante. On parle aussi beaucoup là actuellement de grands clubs, on a parlé du Barça, etc. Il y a aussi des clubs, je pense au Paris 13 Atlético promu en national, qui a fait un maillot, je crois qu'on a l'image en stock, un maillot assez spécial, qui met en avant la BNF, donc la Bibliothèque François Mitterrand, qui est une sorte d'emblème du 13e arrondissement. Vous voyez les 4 piles de livres qui forment la BNF, vous les voyez sur le maillot qui sont reproduites. Ça veut dire que même en national, pour un club qui était en N2 l'an dernier et qui n'a jamais atteint ce stade, on arrive à faire des designs pour sortir du lot et vendre le maillot. On oublie qu'il y a quand même pas mal d'années en arrière, le Stade français en rugby, avait déjà initié ça. En rose, oui. En rose, et puis en mettant, je sais plus, la déesse de... J'ai pas le souvenir. Mais en tout cas, un maillot flashy, rose, avec des fleurs, etc., ça détonnait, oui, c'est clair. Voilà. Donc, c'était aussi dans un but, alors pas vraiment commercial, c'était dans un but plutôt identitaire et montrer qu'on était un club de rugby un peu plus moderne, parce que le rugby était un peu plus archaïque à l'époque. Maintenant, c'est très moderne. On parle fin des années 90 à ce moment-là. Oui. Mais c'est aussi, c'est aussi progresser et puis proposer. Après, vous le disiez, ça ne plaît pas forcément à tous les supporters, mais il n'y a pas que non plus les fans du club, il y a toute la masse de gens qui aiment le club sans être forcément tous les dimanches ou tous les samedis au stade. Parce que là, ce maillot-là du Paris 13 Atlético, il montre qu'un maillot, ça peut aussi être un vecteur d'identité pour montrer des identités régionales. Et c'est peut-être à ça que peut servir le maillot third. Et rester très esthétique. Pour le coup, je trouve qu'il est quand même très beau. Ah, ça c'est les goûts et les couleurs, mais en tout cas, montrer que la région peut avoir la région ou la ville en l'occurrence peut avoir sa place sur le maillot. Le Toulouse Football Club aussi, par exemple, a son maillot avec la ville de Toulouse représentée dessus. Et oui, on peut garder. Et je pense que ça n'est pas fini, c'est-à-dire ça c'est une première évolution et on aura certainement par la suite des maillots identitaires pas toute la saison, mais plusieurs fois dans la saison, il y aura des maillots avec plus d'identité. Mais c'est toujours dans le même but, il ne faut pas rêver. Mais il y a quand même une forme de paradoxe à faire un maillot identitaire et donc qui fait appel aux racines locales et régionales, alors que c'est un but d'être exporté à l'international. Oui, mais aujourd'hui, vous le disiez, il y a très peu de clubs qui ont cette capacité à s'exporter. Très très peu. C'est une question de visibilité, c'est une question de moyens. Et c'est une question d'assurance de rester. C'est pas un championnat fermé, la Ligue 1. Oui, c'est donc clair. Vous avez des descentes. Donc investir des moyens colossaux alors qu'on a les risques d'être l'année suivante en Ligue 2 n'a pas de raison d'être. Donc voilà. Donc on sait qu'il y a 8 clubs, 10 clubs chaque saison qui n'ont pas de risque de descendre. Et puis qu'il y en a l'autre moitié du championnat, ça va se jouer. Et on va le voir cette année. Donc c'est pareil, les clubs n'ont pas des budgets. Prenez le club du PSG, regardez, vous prenez PSG, Marseille, Lyon, et vous regardez tout le reste. Bien sûr. Bon, vous allez comprendre. Bon, en tout cas, on aura bien compris que l'argument économique revient et que c'est souvent le principal, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans le foot, que c'est le principal vecteur de création de nouveaux maillots et de développement à l'international. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question pendant quasiment 1 heure. Mais maintenant, c'est l'heure de ce que vous attendez toutes et tous. Et je sais que Mehdi Arabe va vouloir rayonner comme d'habitude. C'est l'heure du quiz.
Je le sens pas. Et si tu le sens, tu vas être bon, t'inquiète pas. Le quiz qui est attendu par tout le monde. Qui est attendu par tout le monde, notamment dans le chat. Alors la configuration, elle est particulière, Jean-Marc, parce que d'habitude, pour tout vous dire, il y a 2 personnes sur ce canapé. Oui, voilà, là je suis tout seul. Là, vous êtes tout seul. Alors vous avez l'avantage, normalement, de plutôt bien connaître le thème. Mais j'ai pas révisé. Et vous n'avez pas révisé, vous non plus, non? Non, bah on sait même pas c'est quoi le thème. Hein. Bah, c'est un peu le but. Figure-toi que c'est le but. Jean-Marc, vous allez avoir une petite aide, vous jouerez avec le chat. D'accord. Ah Donc, bah merci. Toutes les personnes du chat qui vont vouloir répondre joueront dans le camp du canapé de droite, le vôtre. D'accord. Et le canapé de gauche, Damien et Mehdi, eh bien, on va tout simplement tenter de répondre aux 8 questions que j'ai choisies, des questions qui portent sur le thème suivant, les maillots les plus moches de l'histoire. Ça vous inspire quoi? Maillot le plus moche de l'histoire. En tout cas, voilà. On aura des photos pour certains, malheureusement, il n'y a pas des photos pour Je ne tous. vais rien dire. Mais la carte mentale va suffire, franchement, pour certains trucs. On est parti? Allez. Allez, on est parti. On est en 2015, on est en 3ème division espagnole, et je sais que dans le chat, il y en a beaucoup qui vont adorer ça. Le club de Guijuelo dévoile un maillot avec un aliment un peu audacieux. Lequel? Aliment Des emblème de crevettes. l'Espagne. C'est des crevettes. Non, c'est pas des crevettes. Un Du gazpacho? Non, pas du gazpacho. Corentin Roland, c'est pas une bière, non. Pas la paella. Non plus, non. Non, c'est un aliment. Alors, c'est un aliment qui se mange aussi en France. Du jambon? Du jambon, Ah, tout à du fait. jambon. Bien joué, un point pour le canapé de gauche. On le voit ici, ce maillot assez infect. Je pense Alors, que le logo. Enfin, je pense que le Aoste, par exemple, a été sponsor de Lyon. La marque de jambon, ouais. Oui. Mais pas de là, quand même, de faire un En maillot. Coupe d'Europe. Non, le maillot était très sobre. Ouais, voilà. Parce que là, et puis pour la petite anecdote, un autre club de ce niveau-là avait fait un an plus tard un maillot qui représentait la musculature de quelqu'un. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était tout aussi infect. Splendide, comme dit Maxime dans le chat, évidemment. Deuxième question. On va vous montrer un maillot à l'écran. Vous allez devoir nous dire quel est ce maillot de quelle équipe. Un maillot particulièrement abject en Ligue 1 dans les 10 dernières années. Voilà celui-ci. J'ai fouté Nice. le logo, évidemment. C'est Nice, tout à fait. Ouais. L'OGC Nice, le joueur. Bien vu. Anthony Mounier. Non, c'est pas Anthony Mounier. Un point bonus si vous trouvez le joueur, on laisse Il y a pas Mathieu- il y a Mathieu Lisier derrière. Ouais, mais on s'en fout du Ouais, mec derrière, on c'est- regarde attends, le c'est pas soir. Mounier. Non, c'est pas Mounier, c'est Mounier. En Les tout cas, yeux, moi, le je- numéro 26, je reconnais Mounier. Peut-être moi j'avais noté Eric Botéac, c'est peut-être Mounier, écoute. Oula, Botéac, bah, c'est le 11 à Ouais, Nice. non, c'est pas Botéac. Botéac, c'est le 11 à Nice. T'as C'est beaucoup trop de Mounier. souvenirs, je m'incline, écoute, bah 2 points pour vous, ça fait 3-0, Alors, là, Jean-Marc. là, là, c'est l'exemple Ouais. type d'un maillot qui est très dur à trouver Ouais, pour les collectionneurs. d'accord. Mhm. Bah oui, forcément, je pense pas qu'ils aient dû en éditer beaucoup et que la demande devait être... Je ne pense pas que les collectionneurs recherchent ça. Ah bah. Pour Ah. compléter une collection, le Tous les fan de maillots de la l'OGC saison. Nice essaiera de l'avoir. Ouais, c'est vrai, peut-être, ouais, pour ce... Bon, c'était la saison 2010-2011, je sais pas si c'était un cru très glorieux pour Nice, mais enfin bon, effectivement, ça peut être recherché. 3-0 pour le canapé de gauche. Troisième question, on est en 2020. L'entraîneur d'un club de Ligue 1 va voir Neymar à la suite d'un match et lui demande son maillot, mais lequel? Ah, Un entraîneur de Ligue Qui n'est plus L'entraîneur n'entraîne plus en Ligue 1 actuellement. Je vais le lire. Je vous dis pas le club, sinon c'est trop facile. 1. Batless. Non, c'est pas Batles. Si, c'est l'entraîneur d'Angers. Ouais, comment il s'appelle? L'ancien Moulin. entraîneur d'Angers. Moulin. Stéphane Moulin, tout à fait. Merci. Stéphane Moulin qui entraîne Caen actuellement, on est en 2020, il va voir Neymar à la fin du match. Il Alors, demande le maillot et oui, Possible qu'il soit collectionneur de maillots. c'est possible. À lui, son excuse c'était pour son fils. Parce qu'immédiatement tout le monde lui a dit Alors que c'était un petit peu. c'est une excuse fréquente pour récupérer des maillots. Ouais, voilà, c'est facile. Mais oui, il y a beaucoup de maillots qui sont récupérés parfois à la fin des matchs. Il faut comprendre aussi que les joueurs n'échangent pas forcément tous leurs maillots à la fin des matchs. Mhm. Par exemple, Neymar, Mbappé, Messi, c'est très très limité. Messi le Pourquoi? fait Parce très qu'ils veulent rarement. le garder. Messi parce avait dit qu'ils- qu'il demandait jamais ouais. lui-même le maillot. Il le Oui. fait très rarement, Messi. oui. Zidane le faisait aussi très rarement. D'accord. Après, ils le gardent parfois pour des œuvres de charité ou des choses comme ça, mais c'est pas systématique. Ça a été dit avant dans le chat Elio Branche-Lavar. C'est vrai que Maxime l'a dit. Alors il a dit Moulin, Maxime, malheureusement j'ai pas la temporalité, donc dans le doute, moi je me fie à ce qui a été dit. On leur donne un Ah, là, point je leur aussi. donne, Voilà. Ah, allez, on peut éviter Ouais. le Fanny, on vous donne un point. Notre ami du Ouais, chat Maxime m'a vous a aidé bien aidé. et je pense qu'il l'a dit bien avant. Ouais, il a dit bien avant. Ouais. Il a dit bien avant, je pense aussi. Quatrième question, il en reste 5. Si ma mémoire est bonne et si je sais bien compter, a priori c'est ça. Voilà, il en reste 5. Je vais vous dire une citation d'un grand philosophe. Vous allez devoir me dire qui c'est. Heureusement que Puma ne fabrique pas de préservatifs.
Qui a pu dire ça pour un maillot Puma qui était visiblement trop mal conçu? Je suis sûr que c'est soit quelqu'un de Dortmund, soit de City. Le contexte, on est à l'Euro 2016. Ça va peut-être vous aider, vous mettre sur la Euro piste. 2016. Non, c'est pas Pascal Duprat, Justinien. De Bruyne. Non, c'est pas De Bruyne. Souvenez-vous des maillots qui étaient vraiment... qui se tiraient assez difficilement. Oui, Corentin Roland, la réponse, il s'agit de Shaqiri. Shaqiri. Sherdan Shaqiri, oui. le Suisse, qui avait dit que les Suisses, notamment, avaient leur maillot qui se défaisait. Il y avait un match contre la France dans lequel Exact, ça avait les été tirages de maillots... et ça avait été déchiré. Voilà. Alors, faut dire que Shaqiri est un garçon un petit peu Ouais, très costaud, ouais. C'était vraiment comme une seconde peau. Il y a eu Ce maillot-là, pour des collectionneurs, il doit valoir de l'or. oui, oui, oui. S'il est encore intact. Shaqiri, c'est pas le joueur le plus collectionné, mais c'est un maillot. Son maillot lyonnais doit être rare. Il y a eu le Oui, cas de oui. maillot NBA comme ça Ouais. quand Nike a repris la confection des maillots NBA qui était de très mauvaise qualité et qui se déchirait très facilement. Et c'était le but du maillot. Alors non, c'était pas du tout le but du maillot, mais Pas du tout le but. en fait tous les maillots NBA sont conçus par le même équipement entier. Ouais. Auparavant c'était Adidas et quand Nike a repris il y a de cela un peu moins de 10 ans, Alors, il y a ça eu- n'était pas Adidas. C'était pas Adidas. C'était Champion. Ah bon. Ah, Oui. tiens. Le premier fournisseur était McGregor, même il y a très longtemps, mais pendant très longtemps, ça a été Champion, qui était fournisseur de toutes les équipes NBA. Et après, il y a eu ouverture du marché, donc il y a D'accord. eu plusieurs marques qui sont arrivées, dont Nike, avec une qualité bien moindre que Champion. Le chat a eu 2 fois la bonne réponse, mais on vous donne qu'un point, parce que la réponse avait été donnée avant. Terrible, t'arrives un peu tard, désolé. On va vous remontrer une image, même principe que tout à l'heure pour Anthony Mounier / Eric Botéac. Si vous voulez chercher le chat le numéro 26 de Nice en 2011. Bordeaux. Ouais, on est à Bordeaux. Le joueur. Alors là, franchement, c'est une colle. Dis-toi que même moi, j'ai dû aller googler Ouais, la feuille de franchement, match je l'ai pour pas me rappeler du joueur. Je laisse 5 secondes au chat pour me citer. On est la saison 2016-2017. Un indice sur le poste. Un latéral droit. Un latéral droit qui joue au CSKA Moscou. J'ai appris ça tout à l'heure. J'avais oublié. Ça vous inspire rien de vieux? C'est ce bon vieux Milan Gajic. Ah oui. Un Serbe qui était arrivé de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui avait pas fait long feu à droite et qui avait joué ce match contre Nancy. On le salue s'il nous écoute. Évidemment, il y a peu de chance, mais on sait jamais. Ça vous fait un point du coup, puisque vous avez eu le club malgré tout. Donc le score doit être de 5-2, 6-2. J'ai pas le score sous les yeux. 5-2. Voilà, on va dire 5-2. Le fameux, comme dit Maxime, bah oui, le fameux Milan Gajic, évidemment. Les plus anciens et les mieux renseignés de Bordeaux s'en rappellent. On reste à Bordeaux tant qu'à faire. Ce même Bordeaux joue au Parc en 2009, demi-finale de Coupe de la Ligue. Il y a un joueur du PSG qui est remplacé ce jour-là et qui est dégoûté de sortir. Il jette son maillot dans le rond central. Mateja Kezman. Il jette son maillot dans le rond central, c'est Mateja Kezman. Kezman. Une légende du PSG, ça vous inspire quoi en tant que suiveur du PSG? C'est pas des grands souvenirs, Kezman. C'est pas vraiment. Il n'a pas trop retenu l'attention des fans du PSG. Vous avez déjà vu passer son maillot quelque part? J'ai déjà vendu son maillot, oui, une fois, je crois une seule fois. Ouais, une seule fois. Mais ça n'atteint pas des prix très importants. Mais par exemple, un maillot comme celui-là qui n'a pas forcément marqué les gens, à combien il peut se vendre? Ah, quelques centaines d'euros. Ah, quand même? Oui, quelques centaines d'euros. Parce que là, c'est pareil, il y a une histoire. Oui. En fait, il y a le maillot où il n'y a pas d'histoire et un maillot où il y a une histoire. Dès qu'il y a une histoire, même si elle n'est pas forcément glorieuse, il y a une histoire. Il y a une histoire, voilà. Donc ça va lui donner, là dans la prochaine vente que j'organise, on a des maillots qui ont une histoire et des maillots qui n'ont pas d'histoire. Et la proportion, le prix de départ n'est pas le même en fait. À chaque fois, c'est un petit peu différent. Bon, écoutez Jean-Marc, vous avez 2 questions pour l'écrire, l'histoire justement. Vous avez 4 points de retard, mais il y a encore 4 points en jeu. Si tout va bien, vous pouvez arriver ex aequo. On va montrer une nouvelle image. Même principe que tout à l'heure, donner le club et le joueur. Bastia. Bastia, Yann Cahuzac. Yannick Non. Cahuzac. le sniper. Et derrière, c'est Modesto. Ouais, Et exactement. encore derrière? On C'est voit fou. pas bien. C'est fou, bien joué. Bonne réponse. Vous avez vu les talents de monteur que j'ai passé l'après-midi à flouter, à essayer de mettre des trucs pour qu'on voit pas les logos. Corentin l'avait, Bastia Cahuzac également. Alors Oscaro a été quand même pas mal de temps sponsor de Bastia. Ouais, c'est vrai. Bah, par le sponsor, vous Ça pouvez y est. l'avoir. C'est vrai que c'est Ouais, un ouais. indice. C'est un indice non négligeable. Bah, ça fait du coup 2 points pour le canapé de gauche. Monsieur Henri, la VAR ne fonctionne pas, dit Corentin Roland. Ouais, c'est vrai que. On l'a dit vite quand même ici, hein. Tu peux On l'a mettre un dit point. très très vite. Hein. On l'a dit très vite. Clément Duranton, tu peux mettre un point pour le chat. C'est cadeau, hein. merci. C'est vraiment Merci. cadeau. Quand On même, l'a dit pour vraiment le vite, chat quand et même, Jean-Marc, parce que quand même, il y a eu un effort. Non, par contre, on laisse à cette. Ah non, non. Faut pas abuser non plus. Bon, malheureusement, il y a une question qui aurait pu vous départager, mais on peut jouer. Allez, tiens, cette question pour 5 points.
Question pour 5 points, celui qui gagne réussit à rafler la mire. Même chose que tout à l'heure, on va vous remontrer une photo et il faut donner le club. Chambly. C'est très fort, c'est très très fort. Une saison. Ouais, parce que franchement, Ouais, Chambly, absolument pas. il fallait l'avoir. J'ai montré cette photo parce L'Inter que... de Ligue 2. Ouais, l'Inter, bah on voit, il est où le maillot de l'Inter? Il est derrière toi, Mehdi, voilà, c'est un peu le même maillot. Le très beau maillot de l'Inter. Très beau maillot de l'Inter, ils ont pompé le logo, ils ont tout pompé. Ouais. Mais j'ai mis ce maillot, si on peut le remontrer en grand, parce que c'est un maillot avec une quantité astronomique de sponsors. Ouais, Si vous voyez, il y en a que j'ai flouté d'ailleurs, parce qu'il y avait la région Oise, le département Alors, de l'Oise. ils avaient pardon, des enfin, grosses En difficultés fait, c'est de financer. typique de club à identité régionale Ouais, et qui, en fait, a des difficultés à avoir un sponsor national ou international, et donc qui, sur chaque match, va essayer d'aller chercher des sponsors différents. ah, c'est intéressant ça, des sponsors Voilà. locaux. Alors, ça existe depuis longtemps. Vous aviez à une période Arles-Avignon Oui, qui avait. on se rappelle très bien de leur passage en Ligue D'un 1. match à l'autre, vous n'aviez pas les mêmes sponsors. Ça pouvait être un distributeur d'électroménager, un vendeur de moquettes, etc. Parce que le moindre argent qu'ils recevaient pour chaque match était important pour eux. Ouais. Et ils n'avaient pas la visibilité pour avoir un sponsor national ou international. Ce que dit Juptinien dans le chat, il y a l'exemple des poulets loués avec Le Mans, qui était assez emblématique. Oui, alors là, on a vraiment une identité forte, mais Ouais. qui était dans la durabilité. C'est vrai. Alors qu'il y a des clubs, vous regardez, il y en a pas beaucoup, mais il y a des clubs Ligue 1, Ligue 2, quelques-uns de Ligue 1, les tout petits, et plus en Ligue 2, où pratiquement chaque week-end, ça changeait de sponsor. D'accord, ah oui, même en Ligue 1, ça peut arriver. C'est arrivé sur des tout petits... Ben, Arles-Avignon, ouais, par exemple. notamment. Arles-Avignon, oui. D'accord, oui, c'est assez. Et c'est quelque Vian chose aussi qu'on avait dit pas pas. mal de sponsors. Je sais pas s'ils étaient interchangeables, mais à leur arrivée en Ligue 1, ils avaient pas mal Qui ça Evian Tonon Gaillard. Evian, oui, Evian Tonon. Avec quand même un partenaire qui était la marque Evian et puis en Oui. plus Danone qui étaient quand même des vrais partenaires. Qui étaient des vrais partenaires. Ouais. Petit bonus, si on peut remettre l'image, il y avait des points bonus. Alors là, vous avez le droit de présenter la prochaine émission si vous me donnez le nom de ce joueur. Ah, je peux pas. Qui a fait 13 matchs avec Chambly et qui en a fait 5 avec Le Havre en 2014. Je laisse quelques secondes. C'est une question à laquelle Corentin aurait pu répondre. Ouais, bah Corentin il est dans le chat, hein. Si Corentin peut nous le dire, t'inquiète pas, on te laisse tout le temps que tu veux, pas 5 minutes non plus, mais n'hésitez pas à dire tous les joueurs de Chambly que vous connaissez. J'en connais aucun. Je J'avais sais qu'il y en a que un. Marvin Martin dans. Eh ben, Là, j'avoue que... C'est la même année que Marvin Martin. Bon, bon. je vais vous avouer quelque chose, là Ouais. je ne vois que Flint. Donc c'est un peu compliqué pour moi là. Ah oui, en effet, mince. on aurait dû en tenir compte, Non, tout à ça l'heure. va, ça va. Pour votre gouverne, il s'agit de Sébastien Flochon. Voilà. Ah bah oui. Le fameux, Le fameux. on l'embrasse, on espère qu'il est dans le chat et qu'il nous écoute. On espère qu'il est là Qui a- et puis qui a eu surtout on le lui souhaite mérite, une bonne de d'être jouer à Chambly. professionnel. Ah non, mais tout à fait. Voilà. On est un petit peu mesquin, mais ça reste quelqu'un qui fait On pense 100 toujours fois aux ce qu'on grands sait faire avec une joueurs, balle, mais il y a bien sûr. toute cette masse de joueurs. Mais la majorité des joueurs. Et pour une équipe, il faut être 11 sur le terrain. Et donc il y a plein de joueurs que personne ne connaît, Tout à mais fait. qui sont des coéquipiers et qui permettent parfois à des grands joueurs De briller. d'être bons et de devenir des stars. Exactement. Bah écoutez, on n'a pas été 11 aujourd'hui, mais on espère avoir été suffisamment bon à votre hauteur. En tout cas, ça a été un plaisir de vous De même, recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marc Lenné d'être au plaisir d'être d'avoir, passé dans l'émission et d'avoir échangé, disserté avec vous. échanger sur les maillots qui sont voilà, l'essentiel de mon travail aujourd'hui et qui nous permettent parfois de réaliser des événements, comme je vous l'ai dit, là on en a un le 19 novembre, le jour où vous allez jouer d'ailleurs. Non, c'est pas moi qui joue. Bon, pourquoi pas. Et où là on va quand même présenter 270 maillots. D'accord, ça se situe où cet événement? Alors C'est- donc l'événement c'est à Drouot, salle des ventes de Drouot. D'accord. Donc c'est une vente aux enchères qui va être internationale, parce que pour vous donner un ordre d'idée, on a un maillot des années 30 de l'équipe nationale suisse. Ah oui. Donc les années 30, ça reste des maillots, vous en trouvez un tous les 5-10 ans. D'accord. Parce que ça ne traverse pas le temps, c'est du J'imagine. textile. Et on présente des maillots, même d'il y a quelques semaines, quelques mois, anglais. On présente par exemple un coucou porté, D'accord. non lavé, parce que vous avez cette catégorie dans les Bien sûr. maillots au niveau de la collection. Vous avez le maillot pro préparé, le maillot pro Je vois que ça en porté, dégoûte certains à la réalisation et derrière. le derrière- maillot pro
portés, non lavés, donc avec traces du match quand il faisait pas très beau. Donc tout ça. Ah oui, les traces de terre, les traces de boue. Oui, vous pourrez voir là, C'est génial. le catalogue doit être mis en ligne maintenant. Ok. Et vous pourrez voir, voilà, on peut même parfois, nous, à l'expertise, retrouver à quelle minute ont été faites les traces. Sans aide extérieure, juste vous en... Ah, mais nous, on possède à peu près 3 millions de photos en archive. D'accord. Voilà, ce qui nous permet un petit peu de tracer les maillots anciens ou modernes. Ok, ouais, avec des traces de sang comme dit parfois, Julien il dans peut le y cadre. avoir des traces de sang. Alors voilà, si vous avez un petit peu... Oui, ça se sent pas très bon. Oui, je me doute bien. Mais ça reste, on parlait d'ADN tout à l'heure, ça reste de l'authentique. Ouais, Ça reste vraiment... et c'est les pièces les plus rares à trouver. Mhm. Parce que la plupart du temps, c'est lavé. Bien sûr, ouais, je me doute bien. Bon, en tout cas, cet événement est accessible au public, j'imagine? Voilà, donc en fait, le principe des ventes aux enchères, on appelle ça des ventes aux enchères publiques. Donc il y aura une exposition le vendredi 18, de 11h à 18h, ouverte au public. D'accord. Et la vente, c'est une vente publique, donc vous pouvez venir en salle, c'est ouvert. Et ensuite, vous avez les systèmes d'enchères maintenant sur le live, Draw Live tout simplement. Vous pouvez visualiser le catalogue, vous pouvez être par téléphone, enfin il y a toutes les... Et on s'adresse, nous, aux collectionneurs du monde entier. Ok. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs aussi bien en Asie, aux États-Unis, partout en Europe. Et là, c'est une vente un peu particulière puisqu'elle est dans le cadre juste avant Du le début mondial, de la Coupe évidemment, du Monde. qui commence, Voilà, on utilise un petit peu qui commence le l'événement lendemain. pour mettre ça en promotion. Et donc, c'est une vente 100% football. Je vous avais D'accord. dit, moi, je suis expert sur tous les sports, mais là, il y a quand même 440 lots uniquement de football. Ok. Il y a aussi des billets de match, des médailles, des trophées, voilà. Mais vous allez voir, il y a des pièces. Il y a par exemple, juste pour terminer, Allez-y, vous ouais. avez un maillot de Laurent Rousset, Ouais. équipe de France, contre la Juventus de Turin. Équipe de France. Ah, Oui, c'est quoi oui, le contexte là? C'est- en fait, le contexte, c'est que dans les années On dirait un match de FIFA, 70-80, il y avait des matchs de l'équipe de France contre des villes. Donc l'équipe de France a joué contre Amsterdam, l'Ajax d'Amsterdam, a joué contre Hambourg, contre la Juventus de Turin. D'accord. Et donc, la particularité de ce maillot, c'est que l'équipe de France n'a pas joué avec le même maillot en première mi-temps et en deuxième mi-temps. D'accord. Pourquoi? Deux modèles différents. Ça, il faudrait retrouver quelqu'un de l'époque pour savoir Il y a eu pourquoi. le cas France-Brésil 2003 où l'équipe de France, alors pour fêter un centenaire, je crois. Ah, mais là, c'était Ouais, volontaire. c'était, Oui. ouais. Là, ça n'était apparemment pas volontaire. Et Platini jouait où alors? Il jouait pour la France, pour la Juve? Pour le À Koweït. cette époque, C'est bon. Si c'était en début des années 80, il jouait peut-être pour Peut-être la à Saint-Étienne, France. ouais. Comme je crois qu'il était était à ce à la Juve match-là. quand même, Oui, ouais. il était à ce match-là. Donc, en fait, notre métier, c'est aussi d'expertiser donc par rapport à des joueurs, des familles de joueurs, des collectionneurs qui nous demandent l'expertise de leur collection pour les assurer aussi. Un vrai travail Voilà, d'enquête, ouais. Pour... c'est du vrai travail d'enquête. Et donc, parce que le collectionneur veut aussi être sûr que le maillot qu'il a trouvé ou qu'il va acheter soit authentique. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, comme tout marché qui monte, la contrefaçon est présente. Évidemment. Comme Voilà. mais c'est la même chose pour les réplicas, pour tout, à toutes les échelles de. Alors maillot. en réplica, on n'a pas de problème de contrefaçon, même si maintenant ça commence à être touché, mais parce qu'un réplica va rester sur un prix relativement accessible. Oui. Mais dès que vous parlez de maillots de joueurs pro et de maillots portés, les prix sont quand même assez conséquents. Et là, tout le problème de la contrefaçon arrive. Et on est là aussi pour essayer Pour de être dire garant de- attention, votre maillot n'est pas bon ou votre maillot est bon. Hein, Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, si vous savez pas quoi faire le 18 et le 19, rendez-vous à Draw donc pour assister à l'exposition d'abord et puis à la vente aux enchères. Merci encore pour toutes ces explications, notamment les dernières sur comment authentifier un maillot. Je pense que ça aura servi à un paquet d'entre nous. Merci à vous deux, Mehdi Arab et Merci Damien à toi. Henriet, d'avoir été ici. On espère que vous avez évidemment aimé cette émission comme d'habitude. Comment? Très passionnant. Très passionnant. Super. Je vous remercie Jean-Marc Lanier pour ça. Merci à vous. On vous retrouve très vite sur cette émission. La suite à venir, tout simplement, la semaine prochaine, c'est une émission le lundi 7, vous le savez, même endroit, même heure. Ça ne sera pas Corentin Roland à la baguette, il a un petit empêchement. On l'embrasse évidemment. Je vais prendre le relais pour la deuxième semaine d'affilée. Toujours des excuses. Hein. Toujours des excuses, Corentin Roland. Voilà, bon, écoute, il se trouve que malheureusement, dans ces cas-là, il n'est pas au top de sa forme, mais il reviendra très vite. Il a besoin d'une petite trêve internationale. Merci au chat, évidemment, d'avoir réagi, toujours plus nombreux comme d'habitude et actifs.
Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitter, sur Insta, nous réécouter sur YouTube, sur Spotify et sur Twitch. Et on se dit à la semaine prochaine, salut!